Je trouve que déjà les enfants, ils sont déjà plein de barrières en fait. Et je trouve ça tellement horrible en fait, à 7-8 ans, de déjà te dire je vais pas me mettre à danser parce qu'on va me regarder et qu'on va peut-être penser que je suis fou. Tu vois, rien que d'y penser, ça me fout des frissons en fait. Tout ce qu'on s'interdit de faire adulte, on le faisait enfant. Et tu vois, ça je leur ai dit à mes parents d'élèves, je leur dis en fait, vous dites à vos enfants, vous savez pas dessiner par exemple. Mais en fait, tout le monde a dessiné. On ne s'est pas posé la question à savoir à 2 ans si tu sais dessiner ou si tu sais pas dessiner, tu dessines. Et en vrai, si tu regardes l'art, de manière générale, il y a tellement de styles différents, il y a tellement de choses différentes, qu'en fait, celui qui fait le carré blanc sur fond blanc, il se demande pas s'il sait dessiner, en fait. Il produit une œuvre d'art. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Alexandra Deveau, professeure des écoles, femme, conférencière, chroniqueuse, mère, HPI, pédagogue engagée, membre de l'Observatoire de la sensibilité, auto-entrepreneuse, accompagnatrice mais également hyper sensible. Bonjour Alexandra et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Coucou Mathieu, merci de m'avoir invité. Je suis contente d'être là. Eh ben, plaisir partagé. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties. Cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en donner encore beaucoup d'autres, sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras sans doute, est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin, comme à son habitude, pour nous partager son point de vue subjectif. Voilà, j'en arrive à ma première question pour toi, Alexandra. Qu'est-ce que te dit ta sensibilité là, tout de suite? Eh ben, ma sensibilité est heureuse. Au niveau de mes sens, elle règle la lumière que j'ai en face de moi, le son dans mes oreilles, etc. Puisqu'en général, j'ai pas de casque, je parle directement à l'ordinateur. Et donc ça, c'est toute la réception. Et en même temps, au niveau émotionnel, elle est très heureuse d'être là. Donc, elle est contente et ravie de partager ce moment avec toi. Trop bien. Eh ben, on va commencer par évoquer rapidement ton enfance sous un angle bien précis. Est-ce que tu te souviens comment ça a été pour toi de réaliser que tu étais une humaine parmi les humains? Ben écoute, c'était une prise de conscience, je sais pas, c'était intéressant. En fait, les autres m'ont toujours intéressée depuis que je suis toute petite. En plus, j'ai 2 frères, donc je suis dans une famille nombreuse. J'ai toujours partagé avec les autres. Et je suis curieuse. Alors des fois, j'ai presque l'impression d'être. Pendant longtemps, je pensais que j'étais un peu impolie parce que je posais des questions, mais c'était vraiment de la curiosité. Quelqu'un fait un métier, j'ai envie de savoir en quoi ça consiste. Donc je peux être amenée petite à poser pas mal de questions et où des fois, voilà, on sentait que ça allait un petit peu loin, où les gens avaient pas envie de répondre, mais c'était vraiment une espèce de curiosité insatiable de l'autre. Est-ce que tu te sentais soutenue justement dans cette curiosité vis-à-vis de ta famille? Est-ce qu'on t'a laissé poser ces questions malgré tout? Ou est-ce qu'on t'a dit, il faut arrêter de poser ces questions, tu nous fous mal? Dans ma famille, très bien. En fait, j'ai une maman, même s'il n'y avait pas encore de conscience de toutes ces atypies et tout ça, nous a toujours laissé être ce qu'on voulait être, donc aucun souci. C'est à l'extérieur des fois où tu sens que les gens ils te regardent un peu avec des yeux un peu bizarres, du genre t'es allé un peu loin. Ce qu'on reproche souvent aux enfants HPI en fait quand ils arrivent et que ils posent des questions hyper personnelles. Et en fait, quand tu sais comment ça marche, tu sais que c'est de la curiosité, pas mal placée, juste de la curiosité quoi. Tout à fait. Est-ce que cette première rencontre avec l'humanité a un lien fort, j'imagine que oui, avec celle que tu es devenue aujourd'hui? En d'autres mots, qu'est-ce que l'adulte que tu es devenu fait encore au nom du ressenti et du vécu de la petite fille qu'elle a été dans un premier temps? Elle est toujours très aux petits soins pour les autres en fait. Et envie de les comprendre et envie de partager avec eux, pas forcément de donner des directives, mais je pense que je suis une accompagnante en fait. Et accompagnante de mes enfants, accompagnante de mes élèves, accompagnante des gens qu'il y a autour de moi. Et je pense que c'est ça mon lien à l'humain, quoi. Ok. Tu te sais aujourd'hui hypersensible? Ça donne quoi chez toi, l'hypersensibilité avec tes mots? Ça donne des ressentis intenses, des bizarreries, on appelle ça à la maison des bizarreries. Donc
Je vis avec des élèves toute la journée, donc je vis dans le bruit, euh, qui est fatigant et qui n'est absolument pas pour moi insupportable. Par contre, si au milieu du temps de classe où tous les élèves sont en train de discuter, il y en a un qui est en train de taper délicatement avec son ongle sur son bureau de manière récurrente, je n'entends que ça et franchement, ça me fait monter en pression, quoi. Donc, est-ce que l'hypersensibilité, elle est super diversifiée? Je peux pas dire que un problème avec le bruit puisque je vis dans une cour de récré et qu'en fait ces bruits d'enfants, ils me rendent heureuse aussi. Mais il y a des petits bruits qui m'insupportent parmi ça. Donc en fait, c'est plutôt j'ai appris à dompter ce qui était contraignant pour sublimer ce qui est génial avec. Donc maintenant, j'accepte les contrariétés liées à ça pour euh, pour être heureuse et vivre en paix avec ça. Donc là, j'écoute de la musique, j'ai l'impression d'entendre chaque note de musique de chaque instrument quand j'écoute une musique et pas une musique dans son ensemble. Et ça, je trouve que c'est le beau côté du petit tapement de doigts que tu supportes pas. Et j'essaie de focaliser là-dessus, en fait. Ouais, je te rejoins là-dessus. Alors après, je sais pas, puisque j'ai travaillé beaucoup en tant que musicien avec d'autres musiciens, donc du coup, j'ai bossé ce truc-là, donc je me rends pas compte si c'est lié à l'un ou à l'autre. Je sais que peut-être la facilité que je ressens au niveau musical, elle vient aussi de cette sensibilité particulière. Mais du coup, ce que tu dis est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer ce que j'évoque souvent, une symétrie entre le côté positif ou négatif, ce que j'ai tendance à résumer en disant on a une intensité, et cette intensité, elle peut partir de chaque côté de la courbe, en négatif ou en positif. Et pour pouvoir vivre le positif, il faut accepter le négatif. Voilà. Mm. C'est pas, on gomme pas le négatif pour, quand les gens disent qu'ils le vivent hyper bien, c'est pas qu'ils ont pas de négatif, en fait. C'est juste qu'ils subliment le positif et ils ont bien compris que les deux étaient dépendants l'un de l'autre et qu'il fallait accepter ces deux côtés pour pouvoir profiter du beau, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis on y reviendra plus tard dans l'échange, mais c'est aussi la connaissance de sa sensibilité et la possibilité du coup de l'exprimer aux autres qui peuvent du coup en prendre conscience. Donc nous, on en a plus conscience, donc on va pouvoir l'exprimer, donc on va pouvoir aussi de temps en temps avoir, comment dirais-je, une réaction de la part de l'extérieur qui fait place à notre sensibilité particulière. On y reviendra un petit peu plus tard hein, dans Ouais, l'échange, mais c'est pour faire une sorte de teaser, on va dire. ouais, cool. Est-ce que tu veux bien nous partager ce que la prise de conscience de ton hypersensibilité a changé dans ton rapport à toi? Oh, tout. Moi, j'ai eu l'impression de commencer une deuxième vie. Donc, j'ai envie de dire presque tout. Et en même temps, je me sens pas très différente de ce que j'étais avant. Je pense que tout était là. Mais parfois, je dis que c'était un peu comme un puzzle. Il y avait toutes les pièces dans la boîte, mais le puzzle n'était pas fait en fait. Mais tout était déjà présent. J'ai pas eu de reconversion professionnelle. J'ai toujours été maîtresse. J'ai toujours voulu des enfants et j'ai pas l'impression d'être une maman différente. Enfin, mais par contre, j'ai l'impression de faire les choses en conscience par rapport à avant. Voilà. Et du coup, de savoir d'avoir compris pourquoi je faisais ça, même si je le faisais déjà. Donc il y a un espèce de non-changement et en même temps tout a changé. Et c'est ça qui est passionnant. Mais c'est le fait voilà, de faire les choses en conscience. Je dis souvent que maintenant je suis une maîtresse qui a une pédagogie qui est faite en conscience. Ouais. Oui, oui, le mot de conscience c'est très important et en fait c'est vraiment ce truc-là, c'est-à-dire que étendre sa zone de conscience, c'est ajouter du calme, je crois, et de la lucidité à un endroit où sinon on est chatouillé par des parties de soi qu'on ignore. Ça te va ça? Ouais, 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 je trouve ça super. Et puis savoir justement aussi, une fois que tu le fais en conscience, tu sais, on en reviendra aussi après, je tease un peu, hein, certainement. Mais savoir justement quand ça va pas, qu'est-ce que tu peux faire pour toi, pour que ça aille mieux, pour te remettre au calme, etc. Et la conscience, c'est ça. Sinon, en fait, tu fais les choses, mais tu vas un peu dans tous les sens, tu fonces, d'un moment, tu te prends un gros mur parce que tu as été trop loin, mais parce que c'est pas en conscience. Une fois que c'est en conscience, tu arrives à mesurer les choses et à faire les choses plus affinées, de manière beaucoup plus correcte, en fait. Ouais. Et je vais te poser une question qui est relativement bateau, j'imagine. Tu as répondu plusieurs fois à cette question-là, mais c'était quand cette prise de conscience? Tu veux bien nous le raconter? C'était pendant le confinement. Ok. J'ai l'impression en fait autour de moi que à chaque fois que des gens ont des grosses prises de conscience, c'est au moment d'arrêt dans leur vie. Donc
une maladie grave, un accident, des choses qui fait que ton corps te demande de t'arrêter, te met dans une espèce d'incapacité et du coup tu ne peux que partager du temps avec toi parce que tu es libéré de beaucoup d'obligations. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas eu besoin de ça. La mise au stop, elle s'est faite au moment du confinement. Et du coup, pas de plus pouvoir aller travailler, de plus avoir la vie de tous les jours et de retrouver le temps. Et en fait, j'ai commencé à lire, à m'intéresser. Je vais te dire un truc aussi un peu bateau qu'on entend beaucoup, mais j'ai commencé à chercher pour ma fille en fait. Et j'avais du temps devant moi pour chercher. Et au fur et à mesure des recherches, des gens avec lesquels j'ai discuté, etc., j'ai découvert ça. Alors j'ai commencé par l'hypersensibilité, et puis finalement, je me suis rendu compte que moi aussi. Et puis après que, en fait, ce que je cherchais pour ma fille, parce que ma fille c'était avec un émotionnel débordant. En fait, c'était très présent chez mes 2 garçons aussi. Et puis après, chez ma mère. Enfin bon, tu fais un peu le tour, quoi. Puis après, tu creuses et tu découvres d'autres choses, d'autres ramifications, et tu commences à comprendre des choses. Donc ça a été le stop du confinement, moi. Ok. Et du coup, comme tu le citais précédemment, en fait, c'est ton intérêt pour les autres qui a déclenché la prise de conscience pour toi. Bah oui, ouais, parce Donc que tu te c'est dis à un comme ça que t'es moment, branché, toi. ouais, oui. Et puis là, ma fille, c'était tellement important que je voulais qu'elle aille mieux, qu'elle soit heureuse. Et je me disais, qu'est-ce qui cloche en fait? Pourquoi c'est pas possible? Et puis, finalement, tu comprends, tu vois, tu comprends tout, tu réanalyses tout depuis que tes enfants ils sont tout petits. Mon dernier, il a une hyperesthésie des 5 sens plus. Et en fait, ça explique beaucoup de choses sur le relationnel à la bouffe, sur la manière de s'habiller, sur plein de choses. Et puis d'un seul coup, t'as ton horizon qui s'éclaire et ceux des autres autour aussi. Et puis, il y a tout qui change en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que tu disais. Et en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que tu me dis c'est pendant le confinement, donc c'est il y a pas si longtemps. Non, Et pourtant, on dirait que ça fait, je sais pas, 20, 30 ans que tu es au courant, là, dans la façon dont tu le délivres. C'est donc cette histoire d'image de puzzle, avec les pièces qui se remettent, qui étaient déjà là, mais qui se mettent dans un ordre particulièrement adéquat, d'une certaine façon, à propos. Du coup, ça suffit à avoir quelque chose de l'ordre presque de la maturité immédiate, d'une certaine façon, parce que c'était en dormance et c'est simplement révélé. ouais. Et puis surtout, j'ai compris que c'était moi qui devais le faire le puzzle. Et à un moment, s'occuper des autres, c'est très bien, mais c'est aussi un bon moyen de ne pas s'occuper de soi-même, même si c'est louable. Mais voilà. Et mon gros problème, même quand j'ai commencé cette démarche-là, c'était de me dire, ok, alors je travaille, j'ai 3 enfants, je suis maman solo. Si je commence à faire des trucs pour moi, dans le timing, ça rentre pas en fait. Et puis forcément, je vais moins bien m'occuper des autres. Et en fait, tu as un passage un peu compliqué parce qu'effectivement, tu recommences à prendre du temps pour toi et ça prend sur autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que tu étais encore plus efficace pour t'occuper des autres une fois que tu t'étais occupé de toi. C'est un peu violent, hein, c'est pas simple parce que j'aime bien le dire avec le sourire, mais c'est une épreuve de s'occuper de soi. Et mais par contre, oui, c'est vrai que quand je fais les choses, je les fais à fond. Donc j'ai creusé, j'ai lu, j'ai rencontré, j'ai partagé. Et puis après, t'as le puzzle, quoi, la pièce, et puis l'autre pièce, puis l'autre pièce, puis l'autre pièce. Puis d'un seul coup, le puzzle est fait et tu te dis, ah ouais, donc c'est ça. Voilà. Donc je comprends tout ce qui m'est passé avant, pourquoi c'est arrivé, pourquoi je n'ai aucun regret ni aucun remords de quoi que ce soit, parce que c'était mon chemin à moi. Et puis en fait, c'est tellement beau après que bah oui, ça va bien, quoi. Et les épreuves, il y en a comme tout le monde, mais voilà, je me suis fait violence, en fait. Je me suis enfin occupée de moi comme je m'occupais des autres. Bah ouais, j'entends ça et justement c'est intéressant parce que je t'ai posé la première question, c'est qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport à toi et effectivement je crois que c'est là que ça commence, c'est-à-dire élargir la conscience de soi à l'intérieur de soi de manière à pouvoir se projeter dans le monde ou être au monde d'une façon différente. Et donc la question suivante, tu l'as anticipée, mais finalement il y a peut-être un complément de réponse que tu pourrais m'apporter, c'est qu'est-ce que la prise de conscience de ton hypersensibilité a changé dans ton rapport aux autres au final, une fois que tu étais passé à l'intérieur. Déjà de comprendre pourquoi j'avais ce relationnel-là avec les autres et ces relations-là avec les autres. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un espèce de truc un peu magique qui s'explique. Voilà, même si pour moi ça garde quand même un côté un peu magique, mais tu poses des mots et tu comprends pourquoi c'est possible.
Et ça change, c'est que comme tu le fais en conscience, alors je vais donner un exemple tout simple. Je pense que j'ai toujours plus ou moins enseigné comme j'enseigne maintenant. Sauf qu'à chaque fois que j'avais des rendez-vous avec ma hiérarchie, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Mais parce que je le faisais pas en conscience. Donc, je pense que je défendais pas mon bout de gras comme il fallait, en fait, parce que j'en avais pas conscience. Donc, je savais pas mettre de mots, en fait, dessus. Et la dernière inspection que j'ai eue, donc c'était après le confinement, et en fait, ça s'est hyper bien passé parce que je savais de quoi je parlais, je savais où j'allais, j'avais compris. Et du coup, j'avais l'impression de pas avoir changé grand-chose, mais sauf que ça y est, j'étais capable de l'expliquer aux autres, en fait. Et Hmm. alors qu'avant, non, je faisais. Voilà, et ça marchait, et tant mieux, mais je pouvais pas l'expliquer. Et je pense que c'est ça qui a changé dans le rapport aux autres. Ouais, ouais, moi il me semble en fait que finalement tu avais une intuition très forte que tu suivais, mais sans te faire réellement confiance. Et donc du coup, quand on vient interroger le bien fondé de ce que tu poses, eh ben pour le justifier, il y a que de l'espace de est-ce que j'avais le droit de faire ça? Est-ce que qu'est-ce qu'on va dire de ce que je suis en train de faire puisque je peux pas en prendre la responsabilité en dehors des moments où c'est évident. Ah C'est ouais, pas ouais, c'est ça. structuré, c'est pas conscient. On revient sur le Ouais, mot de c'est pas conscience en fait conscient en finalement. fait. Tu mets pas assez de sens. Tu vois, par exemple, pendant longtemps, quand les parents ils me disaient merci, je trouvais ça normal qu'ils me disent merci puisqu'ils étaient polis, bien élevés, et que je m'occupais de leurs enfants toute la journée, et qu'en fait, quand on se croise, on se dit s'il vous plaît, merci quoi. C'est l'éducation. Et en fait, il y a un jour où j'ai réalisé qu'en fait, quand ils me disaient merci, ils me disaient vraiment merci en fait, et que ils disaient pas forcément ça à tout le monde, que tout le monde recevait pas des merci comme ça, et que ce merci, il avait le vrai sens de la gratitude, et que j'ai appris à le recevoir comme tel, en fait, et pas juste, c'est normal. En fait, on se dit merci, bon, voilà. Non, non, ils savaient, les mots ont pris de la consistance, en fait, et tout ce qui va avec. Et du coup, bah oui, c'est une prise de conscience de ce que t'es, mais c'est aussi une prise de conscience de ce que t'envoies les autres, en fait. Et que quand t'as deux parents en face de toi qui commencent et qui te disent d'abord, on voudrait vous remercier, ouais, c'est un vrai merci, quoi. Donc prends-le, sens-toi légitime de le recevoir puisqu'on te l'adresse et pas juste passe à autre chose ou non mais vous inquiétez pas, je suis pour rien. Enfin, bon, enfin, tu vois des trucs. Voilà, bah, à un moment, oui, chacun a sa place, chacun son rôle et les choses prennent en, en teneur, quoi, et en sens. Ouais, bah j'en profite pour te dire merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Bah, avec grand plaisir, on poursuit ce petit trajet à travers l'hypersensibilité pour enfin arriver aussi à ton métier. Et donc, on va parler maintenant plus précisément de ton métier, mais on va garder cette connexion en fait avec l'hypersensibilité et les singularités de fonctionnement au sein de ta classe et dans ta propre vie et autour de toi avec tes enfants et tout. Donc en fait, c'est comme si je sais pas, j'ai l'image, tu sais, de plein de fleurs qui se mettent à éclore avec plein de couleurs différentes et que toi, ça y est, t'es en contact avec ta couleur à toi, puis tu regardes un petit peu la couleur des autres. Et dans ton rôle de professeur des écoles en primaire, tu exerces depuis déjà plus de 20 ans. Qu'est-ce que tu Ouais. considères aujourd'hui comme étant le plus important dans ton métier? L'objectif numéro un de ma classe, c'est que les enfants soient heureux de venir. Voilà. Et c'est ce que je dis aux parents à la rentrée. Je leur dis en fait, moi, mon seul objectif, en dehors de tout programme, c'est qu'ils soient heureux d'être là. À partir du moment où un enfant il est heureux d'être là, il travaille. Voilà. Par contre, si ça le saoule d'être là, mais en fait, c'est comme, j'annonce pas un truc complètement dingue. En fait, c'est un peu comme tout le monde. Quand tu es dans un endroit et que ça te saoule, t'es pas très ni productif, ni attentif, ni quoi que ce soit. Et donc, en fait, l'idée, c'est ces enfants, ils viennent, on passe la journée ensemble, on passe beaucoup de jours ensemble, et il faut qu'ils soient heureux d'être là. Et à partir du moment où ils ont ce plaisir-là, bah, le reste, ça suit en fait. Donc je mets en œuvre des choses pour qu'ils soient contents de venir. Ok. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ces choses-là ou est-ce qu'on y vient plus tard selon toi? Écoute, non, mais déjà, je pense qu'il y a un côté où il faut les reconsidérer comme des enfants. Donc forcément, m'accroche à cet univers enfantin. Parce qu'en fait, en vrai, ils sont petits. On les voit des fois plus grands qu'ils ne sont, mais ils sont petits encore. Un enfant, ça aime jouer, ça aime bouger, ça aime parler, ça aime apprendre des choses, ça aime découvrir des choses. Donc déjà, j'aime manipuler et en fait, ça aime jouer quoi. Donc en fait, c'est juste une manière de présenter les apprentissages de manière différente où ils ont l'impression de jouer. Tu vois, il y avait un de mes élèves une fois, il discutait avec un autre, il était devant moi et puis il lui dit ah ce qui est bien dans cette classe, c'est que on joue plus qu'on ne travaille.
Et je rigole et je lui dis, bah non, tu sais, en fait, on travaille plus qu'on ne joue. Et il me dit, oh non, non, non. Et je lui dis, par contre, moi, je travaille beaucoup pour que tu aies l'impression de jouer. Et en fait, ça résume assez ça. C'est-à-dire, c'est une manière de présenter les apprentissages qui fait que on n'a pas l'impression que c'est un calvaire. Et en vrai, ça serait pareil pour nous, adultes, partout. Quelqu'un à qui ça saoule enfin, tu vois, par exemple, on sait que c'est pénible d'emmener les enfants faire les courses dans les supermarchés. C'est aussi pour ça qu'il y a des caddies en forme de voiture. Juste pour que il y ait du plaisir pour les enfants à être dans la voiture et franchement, même parfois pour les parents à conduire ce caddie comme si c'était une voiture. Et en fait, ça sert à quoi? C'est pas juste pour faire joli, c'est juste pour remettre du plaisir dans l'activité qui peut ne pas être passionnante. En vrai, la conjugaison, c'est pas, tu vois, c'est pas une éclate de fou, quoi. Hein. Donc, il y a un moment, il faut, si tu présentes ça comme quelque chose de difficile et pénible, bah ouais, les élèves, ils accrochent pas. Donc, faut présenter les choses de manière différente pour qu'ils aient l'impression que ce soit facile. Donc, c'est déjà tout ça, en fait. C'est aussi s'adapter au rythme de l'enfant. Quand le dernière demi-heure, ils sont morts et qu'ils peuvent pas travailler, je finis pas mon planning comme j'ai prévu. On fait un truc un peu sympa, festif, pour partir avec le sourire et pas avoir tiré au max de ce que tu peux tirer, où tout le monde n'en peut plus, et où finalement, si tu pars de l'école complètement HS, bah, le lendemain, reviens à l'école avec, c'est la dernière image que tu as. Moi, je veux que la dernière image qu'ils aient, c'est un sourire pour que ils aient plaisir à revenir le lendemain, en fait. Donc ça, c'est l'ambiance générale de la classe. Et après, il y a le travail en particulier sur chaque enfant pour comprendre lui pourquoi il est pas bien, là où je peux agir pour qu'il soit bien, et tout ça dans une vie de groupe. Donc il y a deux choses parallèles, quoi. Mais ces deux choses-là, elles sont importantes. Alors, ça prend du temps. Les 2 premiers mois sont assez fatigants, en fait, puisque tu es beaucoup dans l'écoute, dans le comprendre comment les élèves fonctionnent et tout. Et puis après, ça se met en place et ça se passe super bien, quoi. Bah, du coup, on fait cet échange 2 mois après la rentrée finalement. Donc comment tu vas? Si c'est les deux Alors, premiers mois. j'étais très très fatiguée, voilà, faut le dire, très très fatiguée, parce que y a de plus en plus de situations compliquées d'élèves aussi en classe à gérer. Il y a 2 ans, j'étais très fatiguée, mais en plus il y avait des gros problèmes de violence. Là, j'en ai pas, mais des enfants, oui, oui. Enfin, j'étais très fatiguée, mais ils sont plutôt mignons et puis ça va aller. Mais c'est la mise en place de tout qui est compliquée. Il faut qu'ils s'adaptent à quelque chose d'un peu différent de ce qu'ils ont connu. Et puis leur fatigue à eux, en plus de la mienne. Enfin bon. Mais voilà, les vacances sont, comme je dis, à que ceux qui sont pas en classe, qui savent pas à quel point ça fait du bien ces vacances quand elles arrivent en fait. Hmm. Bah, Donc je suis voilà. très touché. Je suis très touché par ce que tu nous partages parce que ben on a tous été enfants, on a tous vécu une scolarité plus ou moins heureuse et le fait que ben, dans notre parcours pour ma part j'en ai croisé quelques-uns, des enseignants justement avec cette conscience de devoir adapter le discours de manière à ce que le ludique soit plus présent pour l'enfant que finalement le travail en question, que de ne pas présenter en fait ce qui est à apprendre et à transmettre comme étant forcément austère, inaccessible, où il faudrait en fait ne plus être un enfant pour pouvoir être finalement digne d'accéder au monde des adultes. Alors que toi et moi, on sait que c'est quand même une vaste escroquerie et que finalement, on n'est jamais aussi content que quand on devient avec comment dire, quand on retrouve l'énergie de l'enfant qu'on a été dans des activités, même quand on a plus de 40 ans. Ouais, Et c'est ça. voilà. Mm. Et puis je tire un peu les parents là-dedans parce que c'est un peu mon but aussi. Hein. En fait, je te dis, il y a le bien-être et après il y a tout ce que j'ai découvert moi à 45 ans, dont j'ai fait profiter mes enfants et en fait ce que j'essaie de transmettre à mes élèves parce que finalement ce travail de découverte personnelle, les gens dans l'ensemble le font plutôt assez tard et je me dis que plus c'est fait tôt, mieux c'est pour après. Donc j'essaie de qu'ils aient conscience aussi de qui ils sont et de comment ils fonctionnent. Et puis je mets un peu les parents dans le truc, on rigole beaucoup. Enfin, tu vois, je leur donne des chansons à apprendre et puis je leur dis qu'il faut qu'ils les apprennent avec leurs parents, qu'il faut qu'ils mettent YouTube à fond à la maison pour que tout le monde puisse chanter et danser. Et là, j'avais dit une série en plus de rendez-vous avec les parents qui commencent en disant
je sais pas si je vais vous remercier ou non pour cette chanson entêtante que j'ai dans la tête tous les matins en partant au boulot. Et j'ai dit, mais vous passez du bon temps à chanter, à danser. Ah ouais, c'est super. Ben voilà, c'est tout, quoi. Et je leur dis aux parents, je leur dis, mais faut que vous dansiez, faut que vous chantiez aussi. Enfin, ça fait du bien. Et les enfants, je trouve que déjà les enfants, ils sont déjà plein de barrières en fait. Et je trouve ça tellement horrible en fait, 7-8 ans, de déjà te dire, je vais pas me mettre à danser parce qu'on va me regarder et qu'on va peut-être penser que je suis fou. Tu vois, rien que d'y penser, ça me fout des frissons en fait. Et alors que non, en fait, tout ce qu'on s'interdit de faire adulte, on le faisait enfant. Et tu vois, ça, je leur ai dit à mes parents d'élèves, je leur dis, en fait, vous dites à vos enfants, vous savez pas dessiner, par exemple. Mais en fait, tout le monde a dessiné. On ne s'est pas posé la question à savoir à 2 ans si tu sais dessiner ou si tu sais pas dessiner, tu dessines. Et en vrai, si tu regardes l'art, de manière générale, il y a tellement de styles différents, il y a tellement de choses différentes qu'en fait, celui qui fait le carré blanc sur fond blanc, il se demande pas s'il sait dessiner, en fait. Il produit une œuvre d'art. Donc, en fait, si on arrêtait de se mettre toutes ces barrières-là de jugement au début, je disais des autres, mais en fait, de soi-même surtout, eh ben, tout le monde peut retourner au dessin, tout le monde peut chanter, tout le monde peut danser. Et puis, qu'est-ce qui fait à un moment que tout ce que fait un enfant, ce qui devient touchant chez un enfant, ça devient folie chez l'adulte. Alors qu'en fait, tu ne fais de mal à personne. Tu apportes plutôt du sourire et de la gaieté autour. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Donc, en quoi c'est un problème, en fait? Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes élèves, à mes enfants, et aux parents de mes élèves. Super. Bah, chapeau pour ça. Je te remercie au nom de tous les gens qui ont envie de le faire derrière leur écran. Je suis touché par la façon dont justement tu peux, au sein d'une institution en plus, puisque tu es vraiment au sein de l'éducation nationale, t'es pas Montessori ou des enseignements alternatifs autres, tu fais ça au sein de l'école publique et je trouve ça remarquable à plus d'un titre. On va revenir un petit peu à toi justement en tant qu'être humain qui a passé une bonne partie de son métier à le pratiquer avec passion, mais sans avoir conscience de ton hypersensibilité. Et puis, il y a quelques années, tu as pris conscience de ça, et donc tu m'as dit tout à l'heure avoir fait classe à peu près de la même manière avant, finalement. Mais quels sont les avantages à savoir ton hypersensibilité dans le métier qui est le tien, et quels sont les inconvénients à savoir cette hypersensibilité ou à la vivre, finalement? Je vais commencer par les inconvénients, comme ça on finit par les trucs sympas à la fin, c'est plus Ok, marrant. super. Non, les inconvénients, je pense, c'est ce que je te disais sur des petites choses, donc les petits bruits, où forcément plus tu vis ta journée avec des gens, plus tu as de chances d'avoir de stimuli pardon, extérieurs. En particulier l'enfant. L'enfant est très générateur de stimuli, hein, par rapport à d'autres personnes. Mon néon que je peux pas aller au-dessus de ma tête, le fait de quand tu vas pas bien, t'es pas tout seul en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même que tu te retrouves devant la classe et faire classe. Donc parfois, ouais, il faut faire attention à pas se laisser complètement déborder parce que tu n'as pas la possibilité d'aller t'enfermer dans une chambre ou d'aller prendre une douche pour faire descendre tout ça. Donc c'est important de se reposer du coup, et c'est important de trouver un équilibre dans sa vie pour pas se sentir surmené, euh, voilà, et de trouver des pauses. Donc par exemple, je mange pas systématiquement avec mes collègues le midi. Quand j'ai besoin d'être toute seule, je reste toute seule. Parfois je vais me promener, puis parfois ça va bien et je mange avec tout le monde et c'est pas un problème. Mais j'essaie d'écouter beaucoup l'état dans lequel je suis en fonction de ce qui s'est passé pour ça. Une autre manière aussi, j'arrive le matin et je suis très transparente avec mes élèves sur l'état dans lequel je suis. Ce qui fait qu'ils savent que voilà, il y a des fois ça va très très bien et souvent je leur dis quand ça va pas, je leur dis que ma patience va être limitée en fait et je leur explique pourquoi. Donc je leur dis qu'il faut qu'ils fassent attention au bruit qu'ils font avec leurs chaussures, voilà, je leur dis vraiment quoi et que je risque effectivement de monter un peu en pression parce que le cas de couleur, ça va être compliqué. Qui s'étonnent pas si je passe et que je ramasse des trousses parce que je peux plus les entendre jouer avec leur stylo. Enfin voilà, mais par contre je leur dis. Ça c'est plutôt ce qui est un peu compliqué. Et par contre ce qui est génial, c'est moi je dirais ce que je préfère, c'est le côté intuitif en fait. J'ai l'impression de savoir quoi dire à un enfant quand il faut que je lui dise quelque chose.
Donc j'ai l'impression de savoir s'il faut que je reste debout, que je me mette accroupie, que je le touche, que je le touche pas, que je crie pas, parce que des fois je crie, parce qu'il y a aussi des enfants qui ont besoin qu'on crie un coup plus fort qu'eux pour les faire redescendre en pression. Il y a des enfants au contraire, il faut leur parler tout doucement pour qu'ils redescendent. Et ça, j'ai l'impression de le faire assez de manière instinctive. Donc, on parle de quoi? Je ne sais pas. On parle d'énergie, on parle de ressenti de ce qu'il m'envoie pour savoir ce que je dois lui donner en échange. Mais voilà, ça pour moi, c'est le point fort de ma grande sensibilité au boulot. Et l'inconvénient, c'est que tu vois, par exemple, ça m'arrivait avant de prendre la main d'un enfant et d'avoir l'impression de lui donner toute mon énergie positive et de récupérer toute son énergie négative. Et c'est ça que j'ai dû apprendre à réguler pour pas être chargée. Et parce que moi, quand je rentre chez moi, j'ai encore mes enfants et tout, et apprendre à pouvoir diffuser sans trop réceptionner, en fait. Et ça, je trouve que j'y arrive de mieux en mieux, mais en même temps, oui, bah, je fais des concessions dans ma vie de tous les jours, dans mon rythme, dans plein de choses, mais c'est un équilibre à trouver, en fait. Ok, merci pour tous ces éléments, c'est hyper aidant et hyper parlant, je trouve. Est-ce que là, dans ce que tu viens de citer juste à la fin de ton intervention, il y a ce truc de savoir te positionner en étant à la fois à l'écoute de l'émotion de l'élève, à l'écoute de ton instinct pour être adapté par rapport à ce qu'il lui vit et ce qu'il faudrait que tu envoies comme réponse pour l'apaiser d'une certaine façon. Mais et donc tu dis arriver à prendre moins l'énergie Oui, oui. première de l'enfant. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe? Comment tu as passé d'un moment où c'était trop, où tu réceptionnais trop, à un moment où tu réceptionnes moins et tu arrives à être distincte de la situation malgré tout? Je pense que tu réceptionnes trop quand tu es un peu en surcharge, en fait. C'est-à-dire que quand toi déjà tu es un peu en surcharge, je pense que tu es plus apte à mettre les filtres en place. Et donc ça m'est arrivé ces moments-là. Donc tu vois par exemple, moi j'adore lire et une des décisions que j'ai prises à un moment, un jour, c'est d'arrêter de lire quand j'étais pas en vacances, pour ne lire que quand je suis en congé. Parce qu'en fait, je me rendais compte que même si la lecture me procurait une détente, elle me rajoutait de la surcharge cognitive en fait à un moment. Et en fait, ça, plus l'école, plus ce qui s'y passait, moi, j'adore créer tous mes outils pour l'école, en fait. J'ai pas de manuel, tu vois, donc je crée énormément tout le temps. En fait, c'était trop. Et après, tu réfléchis, les enfants, tu vas les avoir à la maison le soir, tu peux pas les enlever. Les élèves, tu peux pas. Créer, je suis obligée de créer mes outils pédagogiques, sinon je suis pas bien. Donc, je peux pas l'enlever. Qu'est-ce que tu peux enlever? Tu peux enlever la lecture que tu as le soir pour vraiment redescendre le cerveau et le calmer. J'ai tendance, si je regarde un film ou une série, à regarder quelque chose que j'ai déjà vu aussi. Ça me demande moins d'efforts cognitifs que de remettre encore de nouveaux éléments. Et en fait, tout ça, ça a fait que je pense que j'ai l'esprit moins embrouillé au moment de cette connexion un peu intuitive avec l'élève, et que là, sa souffrance ne devient pas la mienne, ce qui lui arrive n'est pas de ma faute, mais par contre, j'ai tout à lui apporter pour l'aider. Et moi, je n'ai pas à prendre ce qui ne va pas, parce que de toute façon, ça, je vais pas pouvoir le changer. Si ça va pas à la maison, quoi que ce soit, c'est pas, je peux rien faire. Je peux lui apporter des choses, et je ne rentre pas chez moi avec ce qu'il m'a donné. Et je leur explique pareil, hein, je leur dis souvent que quand ça va pas en classe, il faut que je sache si par exemple ça va pas parce que c'est la classe ou ça va pas parce que ça va pas à la maison. Et si ça va pas à la maison, je leur dis qu'il faut qu'ils profitent de l'école pour laisser à la porte en fait tout ce qui va pas, pour vivre une journée de classe avec d'autres choses, d'autres relationnels, d'autres gens et d'autres moments qui vont se passer. Et en fait, je fais un peu la même chose, c'est-à-dire que ce qui ne va pas à l'école, je le laisse aussi dans ma classe pour repartir sur autre chose. Je rentre pas avec, en fait, je rentre plus chargée. Mais il a fallu que moi je fasse le ménage chez moi pour que j'ai conscience, pareil, de pouvoir faire ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pragmatisme dans cet aspect-là de la chose. Ouais. Bah ouais, il faut de toute façon, parce que sinon je comprends aussi des collègues où c'est très compliqué pour eux parce que tu reçois beaucoup aussi de choses négatives. Et mais tu sais, ça va de l'enfant par exemple qui t'insulte. Euh, Quand j'étais plus jeune, ça me mettait hors de moi en fait.
genre devenais pas violente, mais tu vois, ça te fait un coup, t'es touché à l'intérieur, patati patata. Puis à un moment, tu te dis, bon, ok, euh, ce gros mot-là, en fait, pourquoi ça me titille, pourquoi ça me touche, en fait, si je me sens touchée, c'est qu'il y a autre chose qui va pas, en fait. Et maintenant, en vrai, un enfant qui vient, qui m'insulte parce qu'il est très en colère, franchement, ça me fait mais absolument ni chaud ni froid. Et c'est ça aussi, apprendre à pas se charger. Mais il faut avoir effectivement réglé aussi ces petits problèmes personnels et intérieurs pour avoir aussi cette distance face à ce qui se passe, quoi. On est d'accord, c'est possible parce que tu as pris conscience et tu as pris possession, enfin, pas possession, mais disons que tu as mis de la conscience sur ton hypersensibilité, ce qui te permet aujourd'hui, dans les gros changements que ça occasionne, de pouvoir te distinguer d'une situation. J'imagine qu'en fait, les moments où des élèves venaient avec de la colère, qu'ils t'adressaient directement, étaient plus difficiles à gérer quand tu n'étais pas consciente de ça, on est d'accord? Bah bien sûr. Mais bien Ok. sûr, parce qu'en plus, c'est lié aussi à une méconnaissance de soi, donc c'est aussi toutes les choses qui te titillent et tu te sens attaqué. Et puis à un moment, bah non, en fait, en vrai, l'insulte d'un enfant de 6 ans, ça va quoi. On devrait quand même tous être capables de passer un petit peu au-dessus. Enfin, tu vois, et quand je dis ça à mes collègues, des fois ils me regardent aussi avec des grands yeux, mais ouais, je me sens pas attaquée personnellement parce qu'il y a un enfant de 6 ans qui va me dire un affreux gros mot. Par contre, je comprends qu'il est en colère. Donc, tu vois, ça m'est arrivé des élèves de leur dire, bon, fini la liste là. Puis, je sais que t'es en colère. Donc, toi, ta colère pour l'instant, elle passe par ça. Donc, il continue là, déblatérer tous ces noms d'oiseaux. Je reste à côté. Quand ça va mieux, je lui dis ça va mieux, oui. Donc, je lui dis d'abord, il va falloir que tu commences par t'excuser, parce qu'en fait, on peut pas parler comme ça à quelqu'un, ni à moi, ni à personne. En fait, que tu sois en colère, c'est une chose, mais ça te donne pas le droit d'insulter quelqu'un. Et je t'explique pourquoi. Et puis maintenant, on va discuter sur comment être en colère autrement et sans taper ou sans insulter tous les gens qui t'entourent, quoi. Donc, mais c'est vrai que je me sens pas touchée personnellement dans ma petite personne parce que un enfant m'a dit quelque chose d'horrible, quoi. Ouais, ouais, mais je pense que ça, c'est une bonne illustration en fait de ce qui peut se passer quand on prend conscience de son fonctionnement à soi, puisqu'on va pouvoir internaliser beaucoup plus de choses, contrairement à ce qu'on pense, puisqu'on est dans un monde très internalisé quand on ne sait pas mais qu'on souffre. Mais l'internalisation se fait de façon différente. J'ai l'impression que c'est plus une responsabilité qu'on prend plutôt que une sorte de souffrance qui tourne en boucle avec à qui est la responsabilité. Soit c'est tout moi, soit c'est tout l'autre. Alors que finalement, on peut faire la part des choses entre, d'une part, une partie de la responsabilité de qui on est, comment on prend les choses, et donc ce que ça dit de nous, en fait, de faire face à cette situation, tout simplement, de cette manière-là, comment on réagit, donc qu'est-ce que ça dit de nous, ça, et finalement, laisser à celui qui a balancé l'autre côté de la relation problématique, lui laisser sa colère, lui laisser sa manière de s'exprimer, c'est à lui. C'est, Exactement. et donc, du coup, ça permet de faire le tri et de respirer peut-être un peu plus. Ouais, et puis en plus, tu sais, le fait de te connaître toi, tu vois aussi plus facilement les gens qui n'ont pas fait ce boulot-là pour eux aussi. Et en même temps, pareil, ma relation à ça, elle a vachement changé. Tu vois, une fois, je me balade dans la rue, j'étais en train de regarder un truc sur mon téléphone, le trottoir était hyper large, vraisemblablement, je croise une dame qui avait décidé de absolument pas changer son itinéraire, et donc forcément, j'étais dessus. Donc elle passe, elle me met un énorme coup de coude, mon portable vole, je le rattrape et tout. Et en fait, spontanément, maintenant, je me retourne, je la regarde et je me dis, qu'est-ce qu'elle doit être malheureuse dans sa vie pour faire ça, en fait. C'est-à-dire que, à un moment, qu'est-ce qui fait que tu vois qu'il y a quelqu'un sur ton trajet, le trottoir est large et tu marches pas 30 centimètres sur le côté, tu fonces physiquement dans une personne. Et en fait, je me sens pas agressée par ce qu'elle fait. Par contre, je me dis, ouais, elle, par contre, elle est encore vachement malheureuse quand même. Et, et voilà, et je me dis, bon, ben, moi j'ai eu la chance de faire aussi tout ce boulot-là. Il y a d'autres qui l'ont pas fait et on se sent quand même vachement mieux quand on l'a fait. Et on comprend aussi que les gens aillent pas bien sans que ce soit des attaques directes, en fait. Ouais. Et super, tous les éléments qu'on échange là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de richesse dedans déjà, mais on va continuer en parlant de la façon peu commune dont tu envisages ton métier, alors que finalement, je veux dire, c'est très simplement expliqué. On va rentrer encore un peu plus dans le détail de ce que tu mets en place dans ton enseignement, mais c'est évident quand tu l'expliques. Moi, ça me paraît pas du tout. Enfin, tu Ben vois, c'est non. pas pour manquer de respect, c'est pas pour te dire ce que tu fais c'est nul, Non, c'est non, pour te dire en fait, je suis plutôt effaré du fait que ça soit pas euh, facile d'accès, plus incarné,
plus présent dans l'enseignement général. Et si j'ai bien compris, il s'agit d'un enseignement qui donne autant d'importance au groupe qu'à chaque individu qui le compose, ou pas loin. Déjà, bon, question, c'est est-ce que tu es d'accord avec cette définition? Et j'ai noté en préparant cet échange, je me suis dit en fait, ce que tu proposes, c'est quand vivre ensemble n'est pas un élément de langage, mais vraiment le premier truc à faire. Oui, mais c'est exactement ça. Je pense que je cherche à ce que, alors il y a le côté tout ludique, bien-être, jeu de classe, et après il y a tout le travail sur la connaissance de soi. Et la grosse différence, c'est que souvent quand tu entames ce process, toi adulte, moi j'ai vu une coach, tu vois, par exemple un temps, tu peux aller voir peu importe le professionnel, mais tu es en relation duel avec lui. Et en fait, je me suis confrontée aussi à des recommandations de psy, par exemple, qui disaient aux parents que, alors cet enfant-là, quand il est en colère, il faut qu'il aille taper dans un ballon. Voilà. Et moi d'expliquer aux parents, mais il peut pas, en fait, parce que je peux pas le laisser tout seul dans la cour, et je peux pas aller avec lui et laisser 25 élèves tout seul en classe. Donc en fait, on ne peut pas faire ça. Vous pouvez le faire à la maison, mais c'est pas que je veux pas le faire, c'est que je ne peux pas le faire. Et en fait, là, pareil, il y a une prise de conscience ok, c'est bien de se connaître personnellement, mais on a un truc en plus, c'est qu'on vit en groupe. Et on vit en groupe serré. Et c'est différent. C'est-à-dire que moi, mon hypersensibilité, je ne la vis pas pareil quand je suis toute seule chez moi, que mes enfants sont en vacances chez leur père, comme c'est le cas en ce moment, ou quand je suis avec mes enfants le soir, ou en classe avec plus de 20 enfants. Donc forcément, ça veut dire que je me connais, mais je peux pas la vivre pareil partout. Et mes élèves, enfin, tu vois, l'école, c'est une micro-société, en fait. C'est-à-dire que je leur apprends à vivre ensemble. Mais sans la norme. C'est-à-dire que, pour moi, l'école, encore à l'heure actuelle, c'est se normer pour s'adapter, pour pouvoir vivre bien les uns avec les autres. Voilà. Et donc, plus tu es lisse, plus tu es adaptable et plus tu rentres dans le moule, ben, les moules, ils se rencontrent pas. Puisque, tu vois, tu prends la grande palette du moule à muffins, ben, chaque muffin a sa place. Et ils se touchent pas. T'as quelques muffins qui débordent parfois et franchement c'est pas beau et ça met un peu le bazar, mais sinon c'est chaque moule son muffin. Et en fait, mon problème à moi, c'est que je me rends bien compte et je pense que toi aussi que c'est un peu l'éducation qu'on avait nous à l'école, encore plus que maintenant, et qu'on n'est quand même pas dans une belle génération sans burn-out d'adultes très épanouis en fait. Donc il y a un moment, parce que je l'entends ça aussi, oui mais à l'école avant il y avait moins de problèmes de comportement et moins de tout ça. Genre oui c'était la pédagogie de la terreur, donc forcément tu te prenais un coup derrière les oreilles ou une craie dans la tronche ou voilà, donc forcément tu étais un peu plus sage. Ouais, quand tu te fais taper dessus ça marche en général. Par contre, je trouve pas que ce soit des adultes très très épanouis en fait. Donc et ces adultes-là, ils ont des enfants. Donc forcément, il y a un moment eux, c'est quand même on est quand même dans une génération burn-out quand même. Ces gens-là ont des enfants ou décident de pas en avoir. Voilà, parce que c'est trop compliqué, mais dû, je pense aussi à leurs souvenirs d'enfance parfois à eux. Ils en ont, mais ils sont pas forcément bien épanouis. Ils ont un relationnel à l'école très compliqué et donc ils transmettent ça à leurs enfants. Et donc les enfants ils viennent pas forcément dans de bonnes dispositions. Donc j'essaie d'expliquer qu'il faut peut-être justement qu'on change tout et qu'on révolutionne un peu tout pour que les parents reprennent confiance dans l'école, qu'ils comprennent que l'école d'avant, celle qui leur a demandé de la suradaptation, de faire les mauvais choix aussi de boulot. Enfin tu vois, en même temps c'est bien qu'on puisse changer de boulot, se reconvertir et tout, mais il y a quand même des gens, t'as l'impression qu'ils ont commencé un truc qui était pas du tout ce qu'ils avaient envie de faire. Donc c'est quand même pas normal à un moment que que tes envies changent, c'est une chose, mais que dès le début tu rentres dans un boulot, dans des études, c'est pas ton truc, c'est qu'il y a quand même un truc qui marche pas au départ. Et donc j'essaie de cumuler ça avec je me connais, j'essaie d'expliquer à leurs parents aussi aux parents des fois comment fonctionne leur enfant parce que c'est encore même si on en parle de plus en plus, c'est encore des sujets un peu obscurs quand même. Et donner des outils aux enfants, mais en apprenant à vivre tout seul. Donc, ok, ton voisin il te saoule, mais tu peux pas lui taper dessus en fait. Et tu peux pas non plus t'isoler complètement pendant 2 heures parce que tu es très énervé. Donc, il va falloir apprendre aussi cette colère à la vivre autrement que quand tu es tout seul dans ta chambre et que tu envoies tout balader partout et que ça te fait du bien. Ou que tu vas courir pour te soulager. Non, là, ça sera pas possible.
Donc c'est vraiment le vivre en groupe en fait. Je veux que ça vienne des ados heureux et des adultes heureux parce que ils ont appris comment ils fonctionnaient, du coup comment fonctionnent les autres et comment est-ce qu'on peut cohabiter tous ensemble. Parce qu'une fois que tu as compris que tu étais bizarre et que l'autre est bizarre, bah tu respectes plus la bizarrerie de l'autre quoi. Ouais. Bah merci pour tout ça. J'ai énormément de questions qui me parcourent au fur et à mesure de tes réponses. Je peux pas toutes te les poser, mais là j'avais l'image de la respiration en fait entre l'individu et le groupe, et que suivant où on prend sa respiration et où on fait cet inspire expire, et ben on n'a pas la même taille en fait de prise d'oxygène, et que c'est logique parce que ça dépend aussi du contexte d'une certaine façon. Et une autre chose qui me traversait, c'était justement en fait, tu parlais d'un enseignement basé sur la terreur. Alors, effectivement, c'est plutôt sur les générations encore précédentes à la mienne que j'ai cette image-là vraiment, mais il y avait encore des restes quand je suis allé à l'école. Et j'avais l'impression, en fait, si tu veux, que comme on peut le ressentir dans certains autres contextes, être adulte, c'était chasse gardée, et surtout, devenir adulte, en fait, c'était sacrifier son enfant. Voilà, tout simplement. Le côté enfant, c'était passer par le sacrifice de qui on est dans sa couleur personnelle, dans ses élans personnels, pour accéder à l'endroit où les gens se sont déjà sacrifiés. Et donc, si tu te sacrifies pas comme eux, ça enlève le sens de leur sacrifice. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce sacrifice soit quelque part sacralisé d'une certaine façon. Et on a le même début de mot d'ailleurs, étymologiquement, j'imagine. Sacrifice et sacré. Et donc, il y a vraiment ce truc-là de dire, puisque moi je me suis sacrifié, puisque j'ai sacrifié mon côté enfant pour pouvoir devenir un adulte, c'est pas juste en fait, et c'est très enfantin au final comme ressort. C'est pas juste que les autres n'aient pas à le faire, d'une certaine Ouais, façon. et je pense que là, et encore, s'ils avaient conscience de ça, je pense que déjà, il y aurait une partie du boulot fait. Ça veut dire qu'ils auraient déjà conscience qu'ils avaient sacrifié quelque chose de leur enfant, enfin, de leur propre enfant intérieur. Mais en fait, comme ils s'en sont pas encore à ce stade-là, ça va être, tu vois, quand je veux mettre des coussins sur mes chaises, de me dire, et pourquoi? Je dis, bah, parce que, en fait, la chaise en bois, c'est pas top, en fait. Et que si c'était si bien, bah, tous les adultes auraient des chaises en bois dans les entreprises. Mais c'est marrant, on est plutôt avec des chaises à coussins. Et que donc, j'estime que si on pense que c'est plus confortable une chaise avec un coussin, c'est peut-être plus confortable pour les enfants aussi. Oui, mais tu comprends, nous, on l'a bien fait petit. Et c'est là où je rejoins ton idée de sacrifice. Nous, on l'a fait. Et je leur dis, ouais, en fait, avant aussi, on vivait sans frigo, hein. Enfin, je veux dire, on peut enlever tous nos frigos de chez nous. C'est pas nécessaire. Par contre, c'est super bien. Enfin, c'est vachement confort et vachement pratique. On peut retourner au lavoir aussi. Enfin, techniquement, les gens, ils mourraient pas parce qu'ils allaient laver leur linge. Par contre, c'est pas mal le lave-linge quand même au fond. Je lui dis, puis on peut aller plus loin. On peut aller chasser, on peut aller... Mais c'est marrant quand même que tout ce qui a avancé dans notre société, c'est quand même plus pour notre confort, notre bien-être, et que pourquoi, parce que quelqu'un l'a pas, enfin parce qu'on l'a pas connu petit, on devrait l'imposer aux autres. Bah non, je suis pas d'accord quoi. Tu vois, c'est pas bien, on le sait. Ben si les enfants ils bougent sur leur chaise, enfin je veux dire, je dis à mes parents d'élèves, hein, je vous convie à venir passer 6 heures assis sur une chaise en bois. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui tiennent quoi. Donc et pourquoi les enfants, sous prétexte qu'ils sont petits, ouais, alors, tu sais, ils sont plus élastiques, ils sont plus souples. Enfin, mais t'entends des trucs complètement hallucinants. Et voilà. Et là, je reviens à ce que tu dis au niveau du sacrifice, sauf que c'est pas encore complètement conceptualisé, donc ça va être sur des petites choses. Oui, nous, on a appris comme ça. Nous, on a et on s'en est sorti. Bah ouais, heureusement quand même que même si la leçon de conjugaison elle est chiante, on s'en sort. Enfin, tu vois, encore heureux. Par contre, pourquoi est-ce qu'on n'y mettrait pas un peu de plaisir dedans? Surtout si vous avez conscience que c'était pas cool quand vous étiez petit. Mais on n'est pas encore, tu vois, ça manque encore un peu de réflexion par rapport à ça pour que je pense que ça bouge. Alors ça bouge hein, dans l'éducation nationale, dans les nouveaux programmes, il y a des choses qui arrivent, on en parle, on parle de la sensibilité, tu vois, ça commence à venir, mais c'est plus finalement il y a les profs parfois qui font un peu voilà parce que ça veut dire revoir toute ta méthode pédagogique, ta manière d'enseigner, patati patata, puis de se remettre en question parce qu'on en revient toujours au même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se remettre en question. Et après, il y a les parents aussi. Hein. Parce que les parents, moi, c'est compliqué parce que je donne pas de devoirs, en fait. Et donc, il a fallu que je fasse mes preuves pour que ça ne devienne plus un problème. Parce qu'une bonne maîtresse, elle donne des devoirs. Voilà. Et une bonne maîtresse, elle fait ça. Et puis une bonne maîtresse, ben non, en fait, je suis pas très ok avec ça. Tu vois, les enfants, des fois, les parents, ils vont aller mettre leurs enfants dans le privé. Les enfants, ils ont
3 heures de boulot le soir, ils rentrent, ils sont malheureux comme la pluie et tout ça, mais c'est bien parce que ça les prépare pour après. Donc il y a encore, les parents sont pas tous dans un élan de viser des choses mieux pour leurs enfants. Ils sont aussi dans ce système où c'est mieux parce que tu vois c'est plus rigoureux, plus machin. Oui, bah, chez moi on chante en classe quoi. Ouais. Je trouve que c'est pas un problème tant que ça ne gêne pas les autres, que ça gêne pas les apprentissages qu'on est en train de faire, que il y a plein de conditions. Mais quand on est en fin de journée, qu'on est en train de travailler sur l'alphabet, que tu as des élèves qui sont en train de ranger leurs feuilles dans leur classeur et que il y en a deux qui commencent à chanter l'alphabet et que toute la classe reprend en chœur et que pendant un quart d'heure, ils chantent l'alphabet en boucle pendant qu'ils rangent, sans crier, sans hurler. Ben en fait, alors que je n'avais pas prévu ce travail-là, ils ont passé un quart d'heure à réviser l'alphabet d'eux-mêmes. Donc je vois pas en fait où est le problème. Mais bah, si on passe à côté de ma classe, on va dire ah tiens, ceux-là ils sont encore en train de chanter. Bon. Après maintenant je m'en fiche un peu et puis j'ai un bon relationnel avec mes parents et puis avec certains de mes collègues aussi. Mais c'est faire l'école un peu autrement en fait. Ouais. Ouais, bah ouais, mais je te cache pas que je bois un peu du petit lait et que donc du coup j'ai tendance à dire ouais on a raison tu vois alors que finalement c'est deux subjectivités qui s'accordent pour dire quelque chose de complémentaire et je vais chausser par contre ma casquette de thérapeute pour préciser quelque chose. C'est tu parlais de réflexion tout à l'heure. Ça manque de réflexion mais je pense que ça manque en fait de maturité émotionnelle aussi. C'est-à-dire que si toute ta vie tu as sacrifié une partie de toi et qu'en fait si tu continues dans ce sacrifice et que tu l'imposes aux autres, tu n'auras pas à vivre l'effondrement ou l'inutilité de ce sacrifice d'une certaine façon. Eh bien, tu n'as pas à affronter l'effondrement émotionnel à l'intérieur de dire ce que j'ai fait pendant des années n'était pas utile, n'était pas obligatoire, n'était pas incontournable. Et à ce moment-là, il faut avoir les deux pieds ancrés dans le sol pour pouvoir prendre cette décharge-là, qui n'est pas réflexive en fait, qui est purement ouais, de l'émotion et de l'effondrement en interne pour pouvoir se reconstruire derrière. Mais s'effondrer pour se reconstruire, ça sous-entend un minimum d'assises. Et justement, peut-être pas de chaises en bois, du coup, Ouais, je suis avec des d'accord. chaises plus confortables. C'est clair. Avec un petit coussin quand même, ça fait plaisir. Ouais, Non, puis c'est ce qu'on disait. C'est aussi c'est violent en fait ce travail sur soi, quel qu'il soit. En fait, à un moment, dès que tu pars à la conquête de toi, que tu aies eu des lourds traumas, pas de lourds traumas, une enfance heureuse, malheureuse, de toute façon, il y a toujours des choses. Et c'est violent. Et c'est vrai qu'il faut accepter des choses, faire le deuil d'autres, déconstruire ces schémas pour reconstruire autrement. Tout ce qu'on t'a appris jusqu'à maintenant, ça part en éclats là, et tu te dis mais c'est quoi ces 45 ans de ma vie où j'ai cru que, et en fait non. Mais en même temps, c'est aussi entre guillemets le prix à payer pour avancer vers le reste, quoi. ouais. Et j'ajoute aussi que sur le côté où tu disais, il y a des gens qui vont mettre leurs enfants dans des écoles privées où ils ont 3 heures de boulot après l'école encore par-dessus. Moi, je pense que aussi c'est une façon d'externaliser la responsabilité qu'ils ont parce qu'ils doivent avoir peur pour leurs enfants en fait qu'ils n'y arrivent pas. Et c'est peut-être un manque de confiance en eux, leur capacité à être de bons parents et en leurs enfants, leur capacité à avoir une vie malgré peut-être un début un peu folklore, un peu incompréhensible, un peu désordonné, peut-être un peu trop vivant, justement un peu trop coloré. Alors je dis pas que ça s'applique à toutes les situations, bien entendu, mais je me dis qu'il y a sans doute une partie des élèves qui se retrouvent à bosser 3 heures après l'école, qui visent uniquement à rassurer les parents à l'endroit en fait où sinon ils sont pas rassurés. Mmh. Ah oui, c'est ça. Mais tu vois, j'aurais pu tomber là-dedans quand j'ai eu les problèmes avec le fait que je donnais pas de devoirs. Si je les avais donnés, les devoirs, c'était pour rassurer les parents. C'est comme j'ai arrêté de faire des évaluations aussi. Les évaluations, moi, j'ai pas besoin de faire d'évaluation pour savoir le niveau de mes élèves. Donc en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, les évaluations, je les fais pour qui? En fait, j'ai fait pour les parents. A priori, moi, je suis pas payée pour bosser avec les parents, en fait. C'est pas mon job. Mon job, c'est d'être avec les élèves, en fait. Est-ce que mes élèves, ils ont besoin de ces évaluations? Alors, ils ont besoin d'une seule chose, se retrouver en situation un peu de stress pour préparer pour après, parce que j'ai une parfaite conscience de ce qui arrive après. Donc, c'est pas parce que je fais pas les choses que moi, j'explique toujours à mes élèves ce qui va arriver après. Hein. Je suis pas du tout en train de leur dire ce qu'on fait nous, ça va être tout le temps comme ça, vous allez voir, ou alors dire les autres c'est nul, pas du tout. Je leur dis qu'il y a plein de profs, qu'il y a plein de manières de faire différentes, et qu'en fait, il faut qu'ils soient préparés à tout. Donc, je les prépare à tout. Donc, je vais leur donner des mini-évaluations. Genre, on va apprendre, je sais pas moi, les tables. Et toutes les semaines, je vais leur faire une petite évaluation qui va durer 5 minutes. Moi, ça me permet de contrôler leur travail, de les forcer un peu à travailler pour certains. Et en même temps,
on se retrouve dans cette position de stress minime, mais d'évaluation, qui est hyper importante, parce que si jamais tu n'as jamais fait d'évaluation, bah, le jour où tu as des contrôles, où tu as le brevet, où tu as le bac, tu es en panique absolue parce que tu sais pas gérer ça. Et moi, c'est de leur apprendre à petite dose à gérer ça. Donc je le fais, mais je le fais parce que ça a une utilité pour eux, pas pour que les parents ils reçoivent une note. Enfin, je veux dire, normalement, si tu regardes un cahier, tu sais à peu près aussi ce que c'est faire ton enfant. T'as pas besoin d'avoir fait des hautes études. Tu peux prendre rendez-vous avec la maîtresse. Il y a plein de manières d'avoir une idée du niveau de ton enfant. Donc en fait, j'ai arrêté de faire des évaluations pour les parents. Je fais des évaluations parce que cette évaluation, elle a une utilité dans ce que je propose, dans tout le système que je propose à mes élèves. Super. Bah, trop bien. Écoute, je me régale d'échanger avec toi. Je vais passer à ma prochaine question. Une fois, tu sais, la petite joie, tu vois. Mhm. Hop, c'est bon. Mhm.